Bonjour à tous, je m'appelle Margareta Dardenius, je suis médecin suédoise, spécialiste médecin interne et gastroentérologie et je suis la directrice médicale du groupe Ramsay Santé et de Capio en Suède. Les enquêtes de satisfaction existent de plus en plus dans tous les segments de la société. Mais peut-être que c'est encore plus important de demander aux patients ce qu'ils pensent avant de les consultations. En Suède, les consultations commencent de plus en plus en ligne avec un questionnaire, une enquête, mais aussi dans les consultations physiques, les mêmes questions peuvent être utilisées. Bien sûr, les questions sont adaptées au cadre médical, mais ils contiennent aussi toujours trois questions. En anglais, on l'appelle les ICE questions, IDs, Concerns and Expectations. Et je pense qu'en français, ça se traduit à idées, préoccupations et attentes. Et ça veut dire qu'on demande aux patients ce qu'ils pensent eux-mêmes de la situation, ce qui leur fait peur et ce qu'ils attendent de la consultation. Ça donne beaucoup d'informations pour moi comme médecin et fonctionne pour moi comme un guide pour ne pas oublier de adresser les choses qui sont importantes pour le patient. Peut-être qu'il s'agit d'une condition très simple, mais le patient a peur de cancer. Alors, si je ne répondent pas à cette question pour le patient ne va pas m'écouter du tout si je parle seulement de ce que je pense sur la condition. Alors, ces questions, c'est comme un guide pour moi et c'est pour assurer que le patient est donné vraiment ce que lui-même il pense est nécessaire de la consultation. Le technique safety netting est décrit par un médecin généraliste anglais qui s'appelle Roger Neighbor. Il s'agit de donner les patients plus de contrôle et plus de puissance par information. Et ce n'est pas trois questions qu'il faut demander aux patients, c'est trois questions que le médecin peut penser et répondre aux patients. Et les trois questions elles sont quel est le parcours de la maladie attendue avec le traitement qui est offert? Quels sont les signes d'alarme qui éveillent les soupçons d'une diagnose ou traitement incorrect ou d'une complication? Et quand et comment et qui va le patient contacter si le parcours de la maladie diverge ou il y a des signes d'alarme? L'information doit être orale et aussi écrite dans le dossier. En Suède, les patients peuvent accéder leur dossier en ligne et aussi des autres soignants peuvent accéder les dossiers. Alors, il peut aussi se bien profiter de ces questions ou plutôt sur les réponses. Et le safety netting en Suède, c'est très bien reçu par les patients. Quand on a commencé avec la technique, je pense que peut-être les médecins et les infirmières ont pensé que ça prend un peu d'extra temps, mais en trouvant que ça aide vraiment pour le patient de prendre responsabilité et ça augmente vraiment la sécurité des soins et la qualité des soins. Et aussi, ça diminue les questions avec lesquelles les patients reviennent au centre médical. Ça a commencé plutôt dans les centres médicaux primaires, mais maintenant c'est utilisé aussi aux urgences et dans les hôpitaux. Je pense que ça a été un grand change ici. C'est peut-être une relation un peu différente entre le médecin et le patient pour travailler plutôt comme une équipe et pas seulement le médecin être le directeur, celui qui Hmm. savent. Je vais vous parler un peu du projet qu'on appelle Vous l'avez demandé.
nous l'avons réalisé. Nous suivons régulièrement l'expérience des patients par des enquêtes de satisfaction. Il y a des questions fixées, mais les patients peuvent aussi écrire ce qu'ils veulent en texte libre, en verbatim. Et là, dans les verbatim, on trouve beaucoup de plans et des suggestions qui donnent vraiment des possibilités d'amélioration. Les enquêtes de satisfaction sont de plus en plus faites automatiques par un texto qui est envoyé aux patients après chaque consultation ou hospitalisation. Ça donne beaucoup d'informations. Et quant au verbatim, même un peu trop d'informations peut-être. Alors, on utilise maintenant le IA pour résumer les plans et les suggestions des patients. Les idées sont souvent super simples et très pratiques. Par exemple, j'aimerais qu'il y ait un tapis au sol pour les enfants puissent jouer dessus. Il y a aussi des choses sur le comportement et l'organisation des soins, comme écoutez-moi jusqu'au bout et ne m'interrompez pas. Et il est difficile d'accéder aux services de conseil téléphonique. Les réponses sont bien sûr anonymes, mais nous voulons quand même remercier les patients et les montrer que nous les écoutons et agissons. Alors, les améliorations qui sont faites grâce au retour des patients sont affichées sur des écrans dans les salles d'attente dans notre établissement. Par exemple, nous avons acheté un tapis pour les enfants. Nous voyons désormais toujours vous écouter jusqu'au bout. Et nous avons augmenté le personnel dans le service téléphonique lorsque le plus de patients appellent. Alors, ça, on dit merci et on montre qu'on fait vraiment quelque chose grâce aux patients. J'ai des écrans dans les salles d'attente, mais quand même, on peut faire une affiche. Je pense qu'on peut aussi le faire sur les sites en ligne. Ce n'est pas une question de technique, c'est seulement une question de donner l'information et de remercier les patients. Aussi, dans l'amélioration et le développement de soins et de notre service, on peut impliquer les patients dans une manière plus proactive. Même si nous sommes professionnels et ont beaucoup d'expérience en gérant les soins médicaux, c'est très difficile de toujours avoir la perspective des patients. On se perd souvent dans les perspectives financières, organisatrices et la perspective des employés. Bien sûr, des perspectives très importantes, mais avec un ou plusieurs patients dans la salle, on a encore une compétence dans la salle et on est sûr qu'on n'oublie pas la perspective des patients. Personnellement, je trouve qu'avec un patient dans la salle, ça me rend une meilleure version de moi-même. Je pense toujours à la perspective de patient. Je m'exprime beaucoup plus clair et plus simple et je montre plus de respect pour tout le monde, pour les patients, mais aussi pour mes collègues dans la réunion. Comme directrice médicale, je gère le conseil de qualité de Capio Suède et nous sommes 18 membres et 6 des membres sont des patients. Ça peut être tous les patients qui veulent s'engager dans le développement. C'est important qu'ils ne veulent seulement pas parler de le soin individuel, mais ils ont un intérêt de développer les soins pour tout le monde. Bien sûr, ce n'est pas tous les patients qui veulent faire ça et qui peuvent faire ça. Il faut oser de s'exprimer, oser de parler dans une salle. Mais il y a beaucoup de patients qui sont vraiment intéressés de faire ça. On a commencé avec tous les sujets parce qu'on a pensé qu'il faut être transparent et il n'y a pas des choses qui sont secrètes pour les patients. Mais maintenant, les patients sont seulement là tous les 2 réunions
Mais ça, c'est plutôt parce que les patients ont pensé que quelques sujets étaient pas très intéressants pour eux. Alors, c'est plutôt pour le respect de patients, c'est pas parce que c'est secret. Non, mais je pense qu'on a toujours aussi peur que les patients vont avoir beaucoup de plaintes, ils vont être très critiques et des choses comme ça. Mais mon expérience, c'est que ce n'est pas comme ça. Les patients comprennent bien qu'on ne peut pas faire des miracles ou on ne peut pas faire tout. Je pense aussi que ça va un peu mieux quand on a eu les mêmes patients dans quelques réunions. Mais c'est comme tous les groupes, quand on se connaît un peu plus mieux, ça marche. La communication est mieux. À KPO, on a aussi des formations récurrentes pour les futurs et nouveaux managers et les étudiants. Les managers dans ces cours sont en train de faire des projets de développement de qualité et de finance aussi. Et quand ils présentent ces projets, on a un panel des patients, quelques patients qui leur donnent de feedback sur leurs suggestions.